Edith Stein naît à Breslau. Elle est la fille cadette d'une famille de 7 enfants. Elle se retrouve très vite orpheline de père. Et donc elle a très vite aussi le modèle d'une mère très courageuse, qui reprend la fonderie familiale, qui se bat. Et à l'époque, c'est beaucoup pour une femme. Donc qui va comme ça donner à sa fille une image, une indépendance féminine très très marquante pour Edith Stein. Du fait de la volonté de sa mère en partie et du fait qu'elle soit la 7e dans la famille, elle bénéficie de la possibilité de faire des études. Elle et sa sœur, juste au-dessus d'elle, vont donc entrer à l'université en 1911. Et donc, elle va faire partie quasiment des seules femmes philosophes de son époque, reconnues comme telles, puisqu'elle va d'abord étudier la philologie, puis la psychologie, pour enfin, en fait, s'inscrire dans un séminaire de phénoménologie, avec notamment le phénoménologue, l'inventeur de la phénoménologie, voilà, Husserl, tout à fait, où elle rencontrera aussi Scheller et un autre phénoménologue moins connu, mais très important pour Edith Stein, Reinach. Voilà. Donc ça, c'est son parcours intellectuel jeune, mais au milieu de ce parcours, en fait, il y a la Première Guerre mondiale, qui évidemment, pour Edith Stein, comme pour tous ses camarades étudiants, sonne comme une catastrophe humaine. Notamment, beaucoup de ses amis vont mourir au front, et notamment ce fameux Reinach, avec lequel elle a une très grande amitié. Là-dessus, Edith Stein, en fait, décide de cesser de ses études et de partir elle-même au front. Alors, comme étant une femme, ce qu'on lui propose, c'est d'être infirmière, donc elle se forme. Elle devient infirmière pour la Croix-Rouge et part en Autriche. Ça va être une expérience extrêmement difficile parce que, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'Edith Stein, si vous en avez une, c'était une jeune femme assez frivole, assez joyeuse, très athée à cet âge-là, en fait, limite révoltée, rebelle, on pourrait dire. Et en fait, la guerre lui a fait en fait un coup comme à chaque être humain l'ayant vécu, je suppose, comme un coup de massue. Elle l'a vécu comme un arrêt, en fait, très brutal dans sa jeunesse, en fait. En plus. Edith Stein, en fait, parle bizarrement, enfin bizarrement, mais pas si bizarrement que ça, je vais expliquer après, en fait, par la phénoménologie, commence à s'intéresser de très près aux questions religieuses. Alors, contrairement aussi à ce qu'on aurait pu imaginer, elle ne va pas cependant se tourner ou se retourner vers le judaïsme. D'ailleurs, elle suit en ce sens beaucoup de phénoménologues tels que Husserl, qui était lui-même de confession juive à la base et qui devient protestant. Sauf que, donc voilà, il y a beaucoup de conversions qui s'opèrent à ce moment-là chez les phénoménologues. Elle, en fait, va progressivement entrer dans la pensée catholique de manière progressive, mais très certaine, puisque notamment, elle va découvrir Thérèse d'Avila dans les années 20, et ça va totalement l'embarquer, l'engager, au sens où elle va être prise en gage, quasiment, dans cette pensée. Et donc, en 1922, elle se décide de se faire baptiser. Donc elle n'est plus Edith Stein à ce moment-là, mais il ne faut pas que je me trompe de nom. Elle est Thérèse Edwige, puisque elle décide de prendre comme marraine Edwige d'Anvers. Voilà, je crois que je ne me trompe pas. Bon, voilà, donc elle est simplement devenue catholique à ce moment-là. Elle continue à travailler la philosophie, elle enseigne dans différentes institutions, et surtout, elle fait toute une série de conférences, notamment sur l'éducation et sur la femme. On verra que c'est deux points qui réellement la préoccupent, l'animent. Voilà, ce jusqu'en 1932 à peu près. Donc elle fait des conférences. Puis elle devient professeure à Münster dans une institution religieuse. Et finalement, en 1934, elle décide de prendre l'habit. Donc elle devient carmélite à ce moment-là. Tout va presque bien donc pour sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, sauf que effectivement en 1934, vous l'avez bien saisi, Hitler est déjà au pouvoir, ce qui signifie pour elle et un certain nombre de ses congénères
partir d'Allemagne. Donc, bien qu'elle soit convertie à la religion catholique, ceci ne la protège pas. Donc en 1938, 4 ans plus tard, elle va au Carmel d'Echt, aux Pays-Bas, où elle continue à étudier, où elle écrit de nombreux ouvrages extrêmement intéressants de théologie, mais aussi de philosophie, car elle demeure tout le long philosophe, en fait. Ça, c'est intéressant de le souligner. Sauf qu'en 1942, pardon, il est décidé que toutes les personnes converties au Carmel devront être déportées. Donc, elle demande un visa à la Suisse refuse, et donc elle se trouve déportée à Auschwitz en 1942, où elle va mourir, comme beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je vous ai fait la vie en date. C'est pas du tout, c'était voilà, c'est pour vous présenter un petit peu son destin, un destin assez singulier, parce que je n'ai pas fini. Une fois morte, Edith Stein est béatifiée en 1987, puis sanctifiée en 1998 par Jean-Paul II. Ce qui est une démarche assez étonnante, ce qui est une démarche qui a beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église catholique, perturbé l'Église catholique, puisque c'était une vraie conversation avec le monde hébraïque, dans la mesure où Edith Stein est juive et qu'elle est morte à Auschwitz. Ça a été assez compliqué de la sanctifier. Alors ça a été compliqué. Non, il y a eu des grandes conversations extrêmement passionnées, puisqu'on a eu à un moment donné l'idée que peut-être on pouvait quand même, en tout cas du point de vue des autorités religieuses juives, le souci c'était que en fait elle confisque en quelque sorte la Shoah et que du coup elle la ramène à l'Église, alors même qu'il y avait des débats au sein de l'Église sur l'implication de l'Église pendant cette période historique. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Par ailleurs, Jean-Paul II s'est avéré aussi que c'était un grand intellectuel, lui-même philosophe en fait, et sans doute que c'est aussi un hommage. Alors ça, c'est moi qui dis ça. Donc voilà, c'est moi qui dis ça. Sans doute un hommage, peut-être aussi d'intellectuel à intellectuel, c'est possible. Voilà, donc elle a. Voici donc en quelques mots la biographie d'Edith Stein. Seulement, ce qui est intéressant chez Edith Stein en tant que penseur, c'est que ce qu'on voit un petit peu déjà arriver dans sa vie, c'est que en fait, il y a une confusion constante entre la vie et la pensée. D'ailleurs, elle le dit très bien en ces termes à un ami phénoménologue polonais que j'ai découvert, Roman Ingarden. Elle lui dit dans de nombreuses lettres, et notamment en 1921, elle lui dit qu'elle n'écrit que sous une impulsion irrésistible. Ce qui signifie qu'en fait, il y a une confusion entre le travail intellectuel qui demande effectivement de la réflexion, et puis le fait que jamais elle ne s'exprime intellectuellement sans que cela soit en quelque sorte vital. On va voir que c'est très paradoxal en fait, puisque je vous parle de quelqu'un qui a quand même, à un moment donné, s'est retiré du monde, donc c'est très lourd pour son corps, et en même temps, quand on l'étudie, on s'aperçoit que le corps est toujours en jeu. Donc il y a un engagement physique quasiment, et une urgence comme ça à écrire, il faut que ce soit vital. Et donc on ne peut pas... D'ailleurs, c'est assez féminin, si je puis me permettre, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de philosophes femmes, et notamment chez les deux autres femmes que j'ai présentées, à savoir Simone Weil et Hannah Arendt. La nécessité, il faut que ce soit nécessaire, en fait, la philosophie. Alors, elle le dit, je vais peut-être vous citer juste ce petit passage, ce que j'avais mis pourtant. Mes travaux ne sont jamais que des précipités de ce qui m'a occupé dans la vie, car je suis ainsi faite qu'il me faut réfléchir à ce qui fait ma vie. D'accord ? Donc il y a cette emprise comme ça du vécu sur la pensée. Alors du coup, pour continuer sur mon premier point, donc je ne sais pas si je l'avais dit, mais mon premier point c'est donc la vie et la pensée d'Edith Stein, l'engagement d'Edith Stein en fait. Donc un point extrêmement important, c'est ce qu'elle va appeler les rencontres transformantes. C'est-à-dire qu'est-ce qui va finalement produire la pensée avec du recul finalement, faisant le point sur sa vie. Il est possible de dire qu'il y a finalement 3 moments qui sont 3 moments clés dans le fait que c'est à la fois des amis, ça c'est extrêmement important,
des êtres humains qu'elle va rencontrer, des gens qui vont la toucher, et avec lesquels elle va se sentir embarquée intellectuellement, voire évidemment, vous avez compris, spirituellement, hein, puisqu'il y a une dimension aussi très profonde dans sa pensée au sens mystique. Donc première rencontre transformante, ce sont effectivement les phénoménologues, puisque en fait ils vont répondre à son goût certain depuis toujours de la réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une espèce de souci des concepts nets, il faut que les choses soient décrites. Alors là, quoi de mieux que la phénoménologie dont le projet est de précisément décrire les phénomènes. Mais alors là, incroyable mais vrai, c'est en voulant... Alors là, à ce moment-là, quand elle commence à étudier la phénoménologie, donc il ne faut pas que je me trompe de date, on va dire que c'est en 1918, 1916-1918, vous me rectifierez après si j'ai dit des choses incohérentes, eh bien, elle devient, dès 1918 en tout cas, l'assistante du CERL, et en fait, elle y est d'abord avec une position sur le plan religieux datée, et avec cette recherche de saisir le réel, et comme elle a fait un peu de psychologie avant, mais qu'elle n'a pas rencontré Freud en fait, ça c'est une rencontre manquée, eh bien en fait elle est assez déçue, mais elle reste comme ça très préoccupée de ce que fait la personne humaine. Et donc voilà, elle se dit super, les phénoménologues c'est au moins des gens très rationnels, je vais pouvoir travailler. Et c'est à force de rationalité qu'elle va s'intéresser à la religion. Alors comment? Tout simplement parce qu'elle va rencontrer donc Husserl, Scheller et Reinhardt. Reinhardt qui va s'avérer être lui qui va s'avérer être un homme religieux. Et donc elle va étudier de la manière la plus froide possible et la plus intellectuelle possible, au sens froid et abstrait. Non, pas abstrait chez Descartes, mais voilà, elle va décrire ce que c'est que l'homme religieux. Et ce faisant, elle va s'apercevoir que c'est possible en fait, comment dire, qu'il y a du sens. Elle va s'ouvrir ainsi à la religion. Donc c'est une rencontre transformante en ce sens, et en d'autres, mais que je vais développer plus tard. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'on peut renoncer à l'athéisme tout en étant rationnel. Ce qui, de son point de vue, au départ, en tout cas, n'était pas donné. Autre rencontre transformante, alors, qui revient très souvent dans les écrits d'Edelstein et chez ses commentateurs les plus reconnus, c'est la rencontre qu'elle a faite d'un pauvre soldat tzigane. Ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale, où elle est donc jeune infirmière. Et donc, en fait, cette rencontre est extrêmement forte parce que donc elle le veille, c'est un monsieur qui va mourir, un jeune homme qui va mourir. Et voilà, elle est infirmière, et alors je suppose que c'est comme ça, elle s'est armée intellectuellement pour pouvoir lui porter secours, et tout d'un coup, mais elle ne sait pas exactement ce qui se passe en fait. Je n'arrive pas très bien à le décrire, mais elle décrit très bien qu'elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Cet homme meurt, voilà. Et puis il y a une lettre qui tombe de sa poche, et dans la lettre, elle lit la lettre qui tombe de la poche de ce monsieur, et elle découvre en fait que c'est la lettre d'une femme qui aime ce monsieur et qui veut surtout pas, qui lui dit je t'en prie ne meurs pas, reviens vivant. Et elle, ça lui fait un choc, et elle se dit, elle réalise, de la même façon que Heidegger aussi, c'est qu'elle réalise qu'on ne meurt pas. C'est-à-dire, ça n'existe pas, personne, elle réalise que le « on » meurt, qu'impose la guerre, il y a des morts, le côté anonyme de la mort est complètement fictif. Elle réalise qu'en fait, la mort est la chose la plus, comment dire, que les vies véritables sont nécessairement personnelles. Et en fait, ça va lui ouvrir... ça va ouvrir un mystère, c'est-à-dire comment saisir ce caractère authentique chez chacun des êtres qu'on rencontre. C'est pas évident. Comment ne pas évacuer autrui dans ce « on ». Comment pas faire des autres, y compris, j'oserais, s'ils sont djihadistes, des fantômes. Comment réussir à rentrer en eux. Alors, quand on est infirmière sur le front, cette question se pose parce qu'il faut être efficace. Il faut ne pas être troublé. Et là, voilà, donc ça a été un moment extrêmement important. Et troisième moment important, une rencontre transformante, alors c'est celle qu'elle va faire avec Martin Heidegger, donc philosophe allemand extrêmement célèbre, que je suppose vous connaissez, Martin Heidegger et Rudolf Otto.
donc qui vont l'un et l'autre l'ouvrir cette fois-ci à la question mystique. Donc voilà, en fait à chaque fois, je vais aller un petit peu plus vite parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que je veux vous dire. Donc à chaque fois qu'il s'opère un renversement intellectuel, il s'opère aussi des rencontres en fait. Donc c'est vraiment ces rencontres qui transforment Edith Stein. Donc il y a cette ouverture assez énorme, en fait, cette espèce d'intuition qu'elle a ou ce regard sur les autres, qui fait qu'elle va en faire quelque chose, en fait, se transformer elle-même. Alors, deux choses qu'il faut aussi noter. Donc, j'ai déjà parlé dans ces engagements de l'expérience de la guerre, bon, ça je l'ai déjà dit, qui est à la fois donc l'expérience de la réalité de la mort et de la profondeur de la vie, en fait. Alors qu'on aurait pu totalement imaginer, et on n'aurait pas voulu du tout, et je suppose que pour beaucoup c'est ça, et qui suis-je pour juger? La guerre, à mon avis, ça peut être aussi l'expérience de la fiction, hein, de la mort. Là, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément aussi évident que ça semble l'être. Et puis, dernier engagement extrêmement important qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est son engagement féministe, puisque Edith Stein est une féministe de la première heure au sens politique, c'est-à-dire qu'elle fut suffragette, hein, elle a milité très jeune pour que les femmes et les hommes aient absolument les mêmes droits, militante de l'égalité des sexes, donc, disant dès 1920 que le fait de ne pas avoir le même corps n'impliquait pas qu'il faille nécessairement qu'il y ait une fonction sociale féminine et une fonction sociale masculine, quoique pour autant, et c'est ça qui rend les choses complexes, elle envisage extrêmement précisément les différences entre les femmes et les hommes. Les différences qui n'impliquent pas nécessairement une hiérarchisation. Voilà. Donc elle est à la fois, donc elle ne va pas toujours être bien comprise parce qu'elle n'est pas non plus, son féminisme n'implique pas de nier le fait qu'effectivement la femme ne soit pas un homme. Voilà, mais c'est quelque chose d'important puisque quand même, voilà, je voulais dire. Pour comprendre ce que sont ces rencontres transformantes, intellectuellement, ça va l'amener progressivement à réfléchir à l'idée d'empathie. L'idée d'empathie autour de laquelle, en fait, elle va écrire une thèse en 1916, qui sera publiée, d'ailleurs, assez vite. Et puis donc, voilà, ses préoccupations sont l'empathie ou l'éducation, tout ça étant, en fait, issu d'une réflexion permanente sur la personne humaine. Son objet d'étude, finalement, c'est la personne humaine du début à la fin de sa vie, et avec, au centre, ce mystère de l'empathie dont je vous ai déjà un petit peu parlé sans vous dire de quoi je parlais lorsque j'ai parlé du soldat, du jeune soldat tzigane. C'est-à-dire comment je fais pour... Il y a une espèce de mystère, comment je fais pour ressentir ce que l'autre ressent tout en restant celle que je suis, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire l'empathie signifie saisir le sens de ce que l'autre vit. Alors, cette compréhension, alors on insiste sur le fait que l'empathie, c'est une compréhension de la personne humaine, compréhension au sens étymologique, cum prehensio, hein, vous connaissez l'étymologie du mot, prendre en soi. Alors, prendre en soi sans être complètement submergé. Hein. Alors, c'est vraiment l'objet principal de son étude, et c'est là où elle va se distinguer, notamment par exemple de Husserl, qui lui va proposer de réfléchir à ce qu'il appelle le moi pur, c'est-à-dire va avoir une vision beaucoup plus abstraite en fait de l'altérité, en tout cas trop abstraite pour Edith Stein, qui se donne je vais pas dire challenge, c'est un moche mot, comme défi de saisir réellement l'autre et de le saisir pas simplement intellectuellement, mais aussi intellectuellement. En fait, elle va sur la ligne, elle met aussi au défi les psychologues, du coup, puisque c'est toujours ça reste quand même toujours en elle, ces recherches psychologiques. C'est-à-dire comment donc se saisir de l'autre, et elle va dire que du coup, il va falloir parvenir à ne pas être soi-même une unité de mesure, donc pas se rapporter aux autres en fait, ou les autres à soi, mais en même temps suffisamment le rapporter, je ne sais pas si vous me saisissez, pour
pour qu'il puisse être saisi comme unité de sens. Alors, je vais vous lire un petit texte, j'espère qu'il sera petit, qui est un extrait de sa thèse, en fait, et je m'excuse, car j'ai pensé dans la voiture que j'aurais pu vous le photocopier. Je dis la vérité. C'est vrai. C'est-à-dire, je ne vous dis pas, j'ai oublié les photocopies, non, je n'ai pas pensé. Donc voilà, donc c'est un petit extrait assez clair, je vais le lire lentement, où elle définit justement le mot empathie. Chaque sujet au contact duquel je saisis par empathie des valeurs, je le considère comme une personne dont les expériences vécues forment une unité de sens compréhensible. À quel point je peux m'enrichir de sa structure d'expérience dans une vue d'empathie, voilà ce qui dépend de ma propre structure. En principe, je peux remplir par empathie tout vécu d'autrui qui sort de mon propre champ d'expérience, même s'il ne parvient pas ainsi à passer dans la réalité. Par empathie, je peux vivre des valeurs et découvrir des strates correspondantes de ma personne qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être dévoilées parce que j'ai vécu de manière originaire. Celui qui n'a jamais vu le danger de près peut cependant, en réalisant la situation d'un autre par empathie, découvrir qu'il est lui-même lâche ou courageux. En revanche, ce qui contredit ma propre structure d'expérience, je ne peux pas le remplir, mais je peux me le représenter de manière vide, abstraite. Je peux être moi-même incroyant et pourtant comprendre qu'un autre sacrifie au nom de sa foi tous les biens terrestres qu'il possède. Je vois qu'il agit ainsi et je perçois par empathie, comme motivation de son acte, la saisie d'une valeur dont le corrélat ne m'est pas accessible, et je lui attribue une strate personnelle que je ne possède pas moi-même. Ainsi j'acquiers par empathie le type de l'homme religieux, qui ne m'est pas familier en tant que tel, et je le comprends même si ce qui se présente là pour moi comme une nouveauté restera non rempli. Inversement, lorsque d'autres investissent toute leur vie pour acquérir des biens matériels auxquels je n'attache que peu d'importance et font passer à l'arrière-plan tout le reste, je vois par là qu'ils n'ont pas accès à des domaines de valeur plus élevés que j'entrevois, et je les comprends aussi, même s'ils appartiennent à un autre type d'homme. Nous voyons maintenant que la capacité de comprendre qui agit dans les sciences humaines, c'est l'être humain tout entier. Seul celui qui vit lui-même comme personne, comme unité de sens, peut comprendre d'autres personnes. Et nous comprenons pareillement pourquoi on peut désirer dissoudre son moi pour voir les choses telles qu'elles sont. Le moi est la structure individuelle d'expérience. En elle, l'expert de la compréhension reconnaît la source d'illusion dont la menace nous guette. Si nous nous prenons comme unité de mesure, nous nous emmurons dans la prison de nos particularismes. Les autres deviennent pour nous des énigmes, ou pire encore, nous les modelons à notre image et nous falsifions ainsi la vérité historique. Bon, voilà. Alors il est un petit peu dense, en effet, je pense qu'on pourra vous le redonner. Cependant, ce qui est intéressant, donc, ce qu'il faut éclairer, c'est cette idée d'unité de sens par opposition donc à l'unité de mesure. On voit bien qu'il y a des degrés d'empathie. Il est beaucoup plus facile, semble-t-il, d'éprouver de l'empathie et donc d'arriver à une compréhension de l'autre lorsque les expériences qui se présentent à nous peuvent être traduites par celles que nous vivons nous-mêmes. Ça, je pense qu'on le saisit de manière intuitive. Cependant, ce à quoi elle nous invite, c'est quand même de tâcher de faire ce même mouvement d'empathie, y compris vis-à-vis de ceux qui nous proposent une unité de sens qui nous semble totalement étrange, totalement étrange au sens fort, c'est-à-dire étrangère, totalement autre. Voilà. Et donc, l'unité de sens, ça veut dire qu'on va être dans la capacité de rechercher du sens et de considérer que l'humanité
ce n'est pas... l'humanité existe de manière singulière en chaque personne humaine par le fait qu'elle propose une certaine unité de sens. Est-ce que vous voyez son cheminement? D'où, quand même, tout à l'heure, quand je parlais d'amour, je pense que vous voyez aussi peut-être pourquoi. Parce que c'est quand même une certaine disposition qu'il faut vis-à-vis de l'autre pour être capable, justement, de se dessaisir de soi comme unité de mesure et d'entendre que l'autre, alors imaginons le pire, là, en l'occurrence, elle vous aurait dit un soldat nazi, puisqu'elle a eu du mal directement, ou par exemple une certaine une chef dans l'abbaye où elle se trouvait lorsqu'elle était carmélite. Alors je ne sais plus comment on les appelle les chefs, zut, une supérieure, voilà, qui en fait ne voulait pas avoir affaire à elle parce qu'elle était juive et qui l'humiliait constamment. Donc voilà, des gens qui quand même suscitent d'emblée le rejet et peut-être aussi pour lesquels on a d'emblée, de toute façon, aucun désir de compréhension. Eh bien, il ne s'agit pas de les aimer, mais il s'agit suffisamment d'aimer suffisamment l'homme, hein, c'est la personne humaine, ou d'être en tout cas suffisamment curieux pour se dessaisir ou tâcher de se dessaisir de ce qui en nous les rejette. D'accord? Donc se dessaisir de soi, de nos particularismes, de nos émotions, pour tâcher de saisir la signification qu'on pourrait partager, en fait. Vous voyez, c'est ce à quoi elle nous invite. Moi, elle m'a invitée, j'ai dit d'accord, mais bon, je ne dis pas que c'est facile. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, donc cette idée d'empathie est extrêmement cruciale, importante dans toute son œuvre, et on la retrouve aussi dans ses écrits sur l'éducation. En fait, elle va écrire plusieurs traités d'éducation, puisque éduquer pour Edith Stein, donc c'est une vocation, enfin pas au sens religieux là pour le coup, mais au sens, je dirais, professionnel, pour ainsi dire, parce qu'elle s'épanouit totalement dans son métier d'enseignante, et elle théorise sa profession. Et il lui semble que éduquer quelqu'un, alors elle est très ambitieuse, hein, c'est faire advenir la personne humaine. Alors elle va avoir une définition de la personne spirituelle, c'est-à-dire non spatiale, non matérielle, et qui, de ce fait-là, ne peut pas être simplement saisie de l'extérieur. C'est-à-dire pour comprendre la personne humaine, il va falloir faire en sorte que son intériorité puisse apparaître. Ce qui n'est pas tout à fait évident, puisqu'il y a beaucoup d'obstacles à l'intérieur de la personne et à l'extérieur de la personne pour que celle-ci se révèle à elle-même et aux autres. Alors voilà, donc elle donne une définition de la personne spirituelle ainsi, elle dit ça dans L'être fini et l'être éternel, petit livre que je vous conseille de lire, hein, qui possède une intériorité en un sens tout à fait non spatial et qui demeure en lui tout en sortant de lui-même. Donc oui, je répète, donc la personne spirituelle, c'est un être, donc elle nous dit, qui possède une intériorité en un sens tout à fait non spatial, on ne sait pas où c'est donc, et qui demeure en lui, l'être, tout en sortant de lui-même. Donc il y a quelque chose qui reste toujours en nous, mais par ailleurs, il y a comme un rayonnement de la personne. Donc devenir authentiquement humain, elle nous dira que c'est devenir nous-mêmes. Hein, ça c'est classique en philosophie, vous allez me dire, puisque vous le savez, tous les philosophes depuis Socrate nous disent de devenir nous-mêmes. Eh bien, sachez qu'ils ont raison. Et puis que c'est pas si facile. Alors oui, excusez-moi. Voilà. Alors, par ailleurs, pour revenir à la question féministe, Edith Stein va distinguer, en fait, dans l'éducation, trois niveaux. Alors, ça a rapport avec les femmes. Hein, parce que il y a donc une destination générale. Devenir soi-même, c'est ça pas apparaître et apparaître aux autres, s'apparaître à soi-même et apparaître aux autres comme une personne humaine, en général. Il y a aussi une dimension spécifique. Devenir soi-même, c'est soit devenir une femme qui appartient au genre
humain, soit devenir un homme. Donc ça, précisément, ça n'est pas la même chose. Et une destination individuelle. C'est-à-dire que l'élève, le petit élève, en fait, il a déjà son petit caractère, son petit fond, qu'il ignore, qui n'est pas là au sens où il y aurait un donné indépassable et que si on est idiot, c'est pas du tout ça qu'elle veut dire. C'est qu'il y a quelque chose, de soi-même qui se révèle par l'éducation. Alors, de ce fait, l'éducation a pour fonction principale, elle nous dit, en fait, de permettre d'exprimer le noyau de la personne, hein, c'est-à-dire ce qui définit sa structure. Et là, elle propose une analogie qui est assez efficace, c'est une analogie avec la musique. Alors, elle nous dit, voilà, le noyau, c'est la partition. Le caractère, c'est l'étendue de la voix, et la personnalité, c'est la tessiture. Okay, et donc, l'éducation a pour fonction de révéler la vérité mélodique de la personne, on pourrait dire son style. Merleau-Ponty, philosophe phénoménologue français bien plus, enfin, au XXe siècle en fait, lui parlerait de style. Hein, donc, c'est-à-dire la vérité mélodique d'une personne, sa manière d'être une personne humaine qui lui est propre. Donc, par ailleurs, hein, Édith Schaden a la conviction absolue que l'achèvement de la personne, c'est quand même dans le surnaturel que cela se situe. C'est-à-dire que finalement, l'éducation, l'empathie, tout cela doit nous amener à admettre finalement l'existence de Dieu, évidemment, et le fait que l'existence de Dieu existe en réalité par l'amour que nous pouvons saisir lorsque nous considérons autrui comme notre prochain. Vous connaissez sans doute la maxime chrétienne, hein, considérer autrui comme son prochain, c'est tout à fait comme son proche, en sachant qu'on le considère encore comme un autre, comme son proche au sens de destinée commune, et comme son proche aussi au sens de fraternité, évidemment. Hein. Donc l'amour devient, effectivement, est de toute façon, tout le temps, la valeur suprême.